Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Dijon, au Forum Bois Construction 2018. Et autour de la table, et avec moi, deux architectes et un ingénieur. Et on va parler immeubles de grande hauteur en bois. Je vous présente d'abord Cyril Baumann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et dans une entreprise qui s'appelle Ernest. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise ? Tout à fait. Alors, l'entreprise Ernest, c'est une entreprise de construction bois qui est également une entreprise générale, comme on l'appelle en Suisse. Elle compte à peu près 280 collaborateurs et réalise un volume de travail d'approximativement 140 millions d'euros annuels. Et vous êtes plus construction bois ou c'est un mix de tout ? Alors, notre spécialité, c'est clairement la construction bois. Donc, on est également producteur des éléments bois qu'on fournit. Donc, tous les projets sur lesquels on travaille ont une dominante ou en tout cas une composante majeure en bois. Oui. À côté de vous, Dimitri Roussel, bonjour. Vous êtes architecte et une agence d'architecture qui s'appelle Dream. Voilà, c'est ça. Donc on est basé à Paris. On est une jeune agence et on travaille beaucoup sur la question du mode constructif bois. Donc on travaille sur différents programmes, dont celui dont on va parler, Perspective, qu'on va livrer dans quelques semaines. Et on travaille aussi sur ce grand campus, le plus grand campus du monde à Ossature-Bois, Arboretum, avec Nicolas Lenné. À côté de vous, monsieur Christophe Ohayoun, bonjour. Bonjour. Vous, c'est Cause Architecture, c'est ça ? Absolument. Et présentez-nous l'agence aussi. On est une agence parisienne d'une vingtaine de collaborateurs. Et on travaille sur le sujet du bois depuis une vingtaine d'années, quoi. Et de manière plus active aujourd'hui, ça représente presque 80% de notre production au sein de l'agence. D'accord, beaucoup de bois. De toute façon, là, tous les trois, vous êtes quand même très, très ancrés dans le bois, on va dire. Alors, même question à tous les trois, je ne sais pas qui voudra commencer. Quel est l'intérêt de construire en hauteur en bois ? Est-ce que c'est vraiment intéressant et pourquoi le faire ? On en parlait tout à l'heure, je pense que la question de la hauteur n'est pas forcément liée au mode constructif, c'est une nécessité urbaine, parfois c'est la meilleure solution, et vu que nous prenons, nous, la construction bois pour des vertus notamment écologiques, il faut que cette filière puisse répondre à ces enjeux de hauteur qui sont plutôt urbains. Oui, le raisonnement là-dessus sur la hauteur, le plus haut bâtiment du bois, etc., c'est un débat du moment, mais ce qui est important, c'est qu'on est dans une filière qui est en train de se structurer techniquement, un pays qui se structure réglementairement, il y a plein de sujets qui ne sont pas aboutis sur le feu, l'acoustique, etc. Monter, ça prouve aussi que la filière est déterminée, globalement les constructeurs, les architectes, les pouvoirs publics, etc. Et c'est bien de le faire en tant que démonstrateur. Après, est-ce que c'est la logique de diffusion du bois dans sa verticale ? Pas obligatoirement. Et en Suisse, on en est où ? On est dans la démonstration ou on a déjà fait tout ce travail réglementaire ? Alors le travail réglementaire a été fait dans le sens où les limites ont été élevées finalement dans la hauteur. L'utilisation d'un matériau combustible est maintenant autorisée sans limite de hauteur, mais avec des contraintes bien sûr. Que ce soit du bois, du plastique ou du métal, les contraintes existent toujours, elles sont liées à la sécurité. Maintenant, pour nous, la question c'est pourquoi construire en bois et pas en béton ? Dès qu'on répond à cette question, on a aussi une partie de la réponse de pourquoi construire en hauteur. Pour nous, la hauteur n'est pas une limite. Dès le moment où l'utilisation du bois apporte une plus-value au projet, que ce soit un projet de 100 mètres de hauteur ou un pavillon de camping, l'utilisation du bois devient raisonnable. Voilà, on ne justifie pas, c'est pas forcément la hauteur qui fait la justification du bois, c'est la construction dans son ensemble. À part le fait, ça nous fait très plaisir de faire un jour un bâtiment qui fasse 100 mètres. On est des constructeurs, on apprécie aussi ce genre de challenge. Mais en termes de marché finalement, en termes économiques ou purement scientifiques, le nombre d'étages ne va pas affecter un type ou l'autre de construction. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a les outils ? Est-ce qu'on a les matériaux ? Est-ce qu'on a... on a vu que sur le plan réglementaire, c'était en train de se mettre en place. Mais sur les outils, sur les matériaux, sur les matières, est-ce qu'on a le bois qui va bien ? Oui, alors la filière bois, c'est vrai qu'elle est très plurielle finalement entre différents modes constructifs et souvent aujourd'hui on arrive à des bâtiments mixtes parce que pour moi l'avenir du bois passe dans la mixité et c'est vrai que sur les sujets de grande hauteur, moi je suis en train d'étudier un IGH en bois qui aujourd'hui est impossible d'un point de vue réglementaire mais on se positionne déjà demain
quand on aura le droit d'utiliser en France des matériaux combustibles pour les IGH, on se rend compte qu'on y arrive. Voilà, c'est plutôt cette mentalité, cette réglementation, et par la mixité, finalement, on arrive à faire sauter toutes les contraintes tous les techniques. verrous. Après, pour répondre à cette question d'un point de vue de la prospective de la filière complète, évidemment que construire en bois prendra encore plus de sens quand la filière sera structurée en amont, en aval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un massif forestier français qui est énorme, on parlait de la France, qui est exploité assez mal, voire quasiment pas. Les filières forestières sont lentement démantelées parce qu'il n'y avait plus de demande. Donc aujourd'hui, le fait de retrouver... Il faut reconstruire, voilà. On a besoin de reconstruire Absolument. la ressource. Et ça, la ressource, elle est là. La ressource, elle est là, il faut reconstruire la filière, en fait. Absolument. Ou la construire. C'est Elle pas est en train de compliqué. se construire. Absolument. On va commencer par la Suisse. Vous êtes aussi dans la mixité, hein, dans le bâtiment que vous avez construit. On en est où de ce bâtiment? Il est construit, il est fini? Alors il est terminé, il va bientôt être réceptionné par son locataire. Faites-nous un petit descriptif. D'abord architectural, même si vous êtes ingénieur, et puis ensuite, au plan technique, justement, vous nous direz à quoi il ressemble. Alors vu de l'extérieur, on ne voit pas que c'est un bâtiment qui a été réalisé en bois. Toute la peau du bâtiment, c'est une peau qui est matérialisée par de l'aluminium. Et puis ensuite, à l'intérieur, par contre, on a choisi de montrer plus de bois, ce qui n'est pas nécessaire. On a réalisé beaucoup de bâtiments dans le passé où on voit absolument pas un centimètre carré de bois. Le but, c'est que le client trouve son compte, finalement. Hein. Certains veulent habiter ou vivre dans un bâtiment avec du bois et d'autres pas. Maintenant, structurellement, on a conservé une cage d'escalier en béton. Donc, c'est un noyau qui traverse les 10 niveaux qui a été réalisé en béton. Et ensuite, on a des parois extérieures qui sont des parois porteuses, qui sont en bois, dans lesquelles la structure porteuse a été intégrée. Et puis des dalles qui, finalement, lient les deux, qui sont des dalles mixtes bois-béton. Donc, avec une chape de béton d'à peu près 10 cm et puis une poutraison en bois. Les deux matériaux étant collaborants, liés ensemble. Ouais. D'accord. Ces choix techniques sont venus d'où? Est-ce que vous aviez réfléchi à d'autres manières de faire et pourquoi avoir retenu ceci? Alors à la fin, c'est toujours une question économique. Il ne faut pas rêver. Le but, c'est d'apporter un produit de qualité pour le prix le plus bas possible. Maintenant, même en Suisse. Oui. Mais c'est peut-être pour ça que des gens font de l'argent, c'est parce qu'ils essayent d'en économiser ailleurs. Non, finalement, quand un client a le choix entre deux projets, l'aspect économique est déterminant. Lui, il doit aussi louer une surface par la suite. Donc, faire du bois pour faire du bois et faire plaisir à la nature, on ne vit pas de ça, nous. On peut faire peut-être 2 projets par année avec cette idée, mais pas suffisamment pour faire travailler tous nos collaborateurs. D'accord, donc la solution technique que vous avez retenue, on va dire, c'était la plus efficiente, à la fois sur le plan évidemment pour répondre à la commande, mais aussi sur le plan économique. Alors il faut voir le plan économique dans sa totalité, hein, dans sa globalité. Si on compte juste le prix d'une dalle au mètre carré, en construction bois, on est souvent plus cher qu'une dalle en béton. Maintenant, quand on commence à voir d'autres aspects comme l'intégration des éléments techniques dans la dalle, sa légèreté, la rapidité de montage, donc le gain de temps, c'est aussi un gain d'argent, puisque vous pouvez louer plus rapidement votre surface. Si vous gagnez 6 mois sur un projet, vous avez 6 mois de loyer qui rentrent. Donc si on arrive à voir ça dans sa globalité, on arrive souvent, ou parfois en tout cas, à des bénéfices économiques pour le maître de l'ouvrage. Et c'est ça qu'on cherche à démontrer finalement. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois non plus. Hein. D'accord. On va partir, on reviendra un peu sur le bâtiment en Suisse. Faites-nous pareil, un petit descriptif d'abord archi et puis ensuite un peu technique. Bien sûr, alors le projet Perspective a une situation exceptionnelle donc dans ce nouveau quartier d'Or-Atlantique à Bordeaux. C'était une volonté politique qu'on fasse un immeuble en bois. Donc avec le groupe Pichet, nous on a répondu à cette volonté politique en faisant un immeuble de bureau en bois. Et donc on a proposé aussi un bardage bois parce que la ville voulait qu'on montre voilà, là on le montre bois le bois. Voilà, ils voulaient vraiment, ils y tenaient. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on fait à chaque fois, mais du coup on a créé une peau on voit le visuel où on voit ce bardage bois derrière des brise-soleils métalliques. Et c'est de l'immobilier d'entreprise. Et aujourd'hui, un plateau de bureau, moi, ce que j'adore dans ce mode constructif, c'est l'atmosphère qui s'en dégage dans les espaces intérieurs. La chaleur de ce matériau, l'énergie, l'atmosphère est assez unique. Et du coup, on a choisi un mode constructif, bien sûr, aussi pour l'optimisation économique. On est en 2012 quand on se lance dans ce projet. Donc en France, on n'a pas de référence.
on tâtonne un peu, donc on a travaillé avec Pyrénées Charpente et on a vraiment, le promoteur a pris des risques, donc on a pris ce mode constructif le plus simple finalement, et aussi qui nous permettait à l'intérieur de garder du bois visible pour justement offrir aux futurs utilisateurs une nouvelle expérience, celle du bois et son atmosphère que je trouve assez unique. Se sentir bien dans un bâtiment en bois, c'est important. On parlait Bien avec sûr. un autre architecte tout à l'heure de l'aspect de la biophilie. Et c'est prouvé scientifiquement. Voilà, c'est ce qu'il nous disait, parce qu'il était aussi biologiste. Allons à Strasbourg. Quel est un peu le projet architectural, et puis ensuite on refera un petit tour de table sur les aspects techniques. Alors, le projet architectural, c'est un îlot entier, c'est un quartier avec une volonté de l'Eurométropole de créer un îlot bois et biosourcé. Nous, on est le premier bâtiment qui a démarré. C'est une réponse que l'on a faite avec Bouygues Immobilier, qui a relevé le défi. L'idée, c'est de faire un démonstrateur, c'est la demande même. Là, on est encore dans la démonstration. On est dans la démonstration, donc il faut qu'on aille. Voilà, donc c'est 3 ans de recherche et développement pour arriver à prouver qu'on peut monter en hauteur. Il se trouve que le fait de faire une verticale, c'est ce que disait Dimitri, il y a un sens urbain qui fait qu'on arrive à ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, 11 niveaux, tout en bois, c'est une première. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de béton, à part au rez-de-chaussée. On a les cages d'ascenseur et les cages d'escalier plancher, à part une chape supplémentaire, tout est en bois. Ça c'est vraiment le côté très démonstrateur. Comment on fait dans une région sismique en France qui est très contrainte pour résoudre ces problèmes-là. Voilà, c'est à ça que sert ce bâtiment. Après, d'un point de vue de son aspect, c'est aussi un travail architectural, c'est-à-dire qu'on fait de ça un objet exceptionnel, particulier, qui a à la fois un démonstrateur du bois sur ses façades, par des sous-faces de balcon, par des éléments suspendus, etc. Et puis un élément qui soit un peu différent, parce que voilà, on est dans une expression particulière. Quand vous dites démonstrateur du bois, c'est que là on va avoir du bois intérieur et extérieur. Alors sur les intérieurs, on a dans les logements beaucoup de surfaces qui sont rhabillées, parce que le feu, parce que l'acoustique, etc. À l'inverse, il y a beaucoup des parties communes, dans les escaliers, etc., où le bois reste présent. Et il y a une vraie présence du bois dans les intérieurs. Ouais. D'accord. Et à l'extérieur, ce sera habillé. Alors à l'extérieur, sur les parties jardin, c'est-à-dire côté sud, on est entièrement en bardage bois. À l'inverse, sur le boulevard, qui est quand même une vraie, voilà, on le voit sur ces images, un vrai axe strasbourgeois. On a un soubassement à caisson bois en bas, et ensuite on a une maille métallique qui reflète des balcons dont les sous-faces sont en bois. Voilà. On retourne avec votre bâtiment. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un mode constructif intégré dans des panneaux, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous faire le descriptif et l'intérêt de ce mode constructif? Alors, l'intérêt d'intégrer la structure porteuse verticale dans les parois extérieures, elle est clairement en termes de montage, donc en termes de gain de temps de montage, puisque l'avantage du bois, c'est son poids aussi. Hein. Ça peut être un inconvénient, mais aussi un avantage. Donc, son poids limité permet de préfabriquer des éléments, donc d'apporter des prestations normalement sur le chantier, de les délocaliser en usine. Et plus les éléments sont grands, plus c'est intéressant, puisque vous diminuez le nombre de joints, vous diminuez le nombre de chemins de levage, enfin, les coûts en général. Donc on essaye en général d'intégrer le plus d'éléments possible dans les éléments. Et c'est ça qui nous a poussé à intégrer cette structure porteuse verticale qui est quand même d'une grosse dimension au vu des 10 étages qui reposent dessus, dans les parois extérieures, en tout cas en partie. Et puis ensuite, les dalles mixtes bois-béton, l'ajout de béton, c'est de la masse qui à notre sens est nécessaire quand même dans un bâtiment de ce type, bâtiment administratif. Ça va être de la masse, c'est de l'inertie, c'est aussi de la protection incendie? Alors non, en termes de protection incendie, le béton dans les éléments de plancher n'est pas indispensable. Il est plus utile dans les cages d'escalier, puisque ça c'est des voies de fuite verticales, et au sens de la protection incendie suisse, c'est vraiment les éléments où les contraintes sont les plus élevées. Et puis économiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore plus simple de le faire en béton, puisqu'on peut reprendre aussi des efforts horizontaux. Mais la masse, c'est pour deux choses dans les dalles. C'est d'abord pour l'inertie thermique, donc de pouvoir accumuler un peu de chaleur pendant la journée, surtout en été, surtout dans des bâtiments administratifs où on a un dégagement de chaleur qui est important déjà par l'utilisation, et puis de pouvoir ensuite évacuer cette chaleur pendant la nuit. Donc une faible quantité de matériaux lourds dans le bâtiment est quand même intéressante pour ces ondulations de température. Ouais.
Je reviendrai vers vous après, mais je vais tout de suite aller là. J'ai vu que c'était du CLT, vous avez tout fait en bois. On vient de parler d'incendie, de souplesse ou alors de rigidité. Comment vous avez réglé ces questions ? En fait, avec le CLT, la propriété mécanique du matériau fait que de toute façon, on sait assumer des centres de charge, etc. Donc il n'y a pas de... Techniquement, quand on a commencé, l'ingénieur qui travaillait là-dessus nous a dit on sait le faire. La problématique, c'est comment on le démontre, comment on transmet les efforts entre un plancher et un mur. Et c'est cette liaison entre ces deux éléments qui a beaucoup été travaillée. Ici, on a ce qu'on appelle une muraillère. C'est un morceau de bois qui vient en limite et qui permet à la fois de trouver de la souplesse en cas de forcéisme et de transmettre les efforts. Voilà. Mais c'est encore une fois des problématiques réglementaires. Techniquement, personne ne se pose trop de questions. C'est faisable. Techniquement, c'est pas un problème. Alors nous, pour monter en R+6, finalement, on a pris un mode poteau-poutre très simple, où on est en lamellé-collé, et ensuite on a fait du mur ossature en bois massif, du pin des Landes. Donc c'est finalement le système le plus basique. Et pour les planchers, donc on a un solivage sur lequel on est venu mettre une chape. En France, pour le feu aussi, on n'a pas besoin du béton, mais c'est pour les questions acoustiques, en tout cas en bureau. Et ça nous permet aussi de gérer tout ce qui est fluide, ventilation en bureau. Il y a beaucoup de CVC. Et du coup, on est malin, on passe les fluides dans la chape et juste l'air du coup entre les poutres bois. D'accord, donc on règle aussi pas mal de problématiques techniques en fait, et de fluides et autres. Alors il faut bien intégrer ces questions parce que c'est vrai que le bois, contrairement au béton, c'est très dur de le traverser. La technicité du matériau fait qu'on est obligé plutôt d'empiler les couches. Donc la question en bureau, en tout cas, de tout ce qui est fluide, doit être vraiment anticipée pour ne pas se retrouver avec des complexes qui s'épaississent et qui font que le bâtiment n'est plus exploitable ou rentable. Je sais que sur ce bâtiment, il y a eu aussi une approche bois local. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher du bois pas très loin, dans les Pyrénées. Enfin, quand je dis pas très loin, je ne sais pas, ça fait quand même 400 km, non ? Alors, si vous voulez, donc l'entreprise vient des Pyrénées. C'était une demande politique de travailler en bois local. Et nous, ça nous intéressait de travailler sur cette question. Comme le disait Christophe, la filière française n'est pas non plus très développée, mais donc le lamellé-collé, le bois structurel, vient de la Grande Aquitaine. Maintenant que les régions sont fusionnées, donc on peut faire des kilomètres, allons-y. C'est le Massif central, voilà, donc c'est pas non plus très loin. Et donc on a du pin des Landes pour l'ossature, donc c'est les éléments de mur rideau entre la structure dans lequel viennent se mettre les fenêtres. Voilà, donc on avait vraiment une volonté quand même d'aller chercher le bois le plus près possible. Exactement, ce qui a aussi conditionné le mode constructif, mais de toute façon tout poussait vers ce mode constructif très simple, structure poteau-poutre. Sur cet aspect bois local, comment ça se passe en Suisse ? Est-ce que vous cherchez aussi à... Bon, il y a du bois en Suisse, hein, on le sait, mais comment on développe cette filière ? Alors, c'est un sujet qui est quand même actuel dans le sens où certains de nos clients souhaitent avoir du bois suisse. Donc déjà, quand on parle de local, dire suisse, ça suffit chez nous, hein, parce que si vous arrivez déjà à le trouver dans le pays, vous êtes local. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que la filière de production d'éléments, enfin de lamellé-collé, ce genre de choses en Suisse, elle est suffisante pour la construction actuellement. Si on devait sérieusement augmenter le volume des bâtiments qui étaient construits en bois, un jour on devrait se fournir à l'extérieur. Maintenant, moi-même, j'ai plutôt une vision un petit peu plus neutre de ça. Je vois la chose de manière économique. Je pense qu'on est dans un monde globalisé. Si on achète un petit peu du bois en Autriche, en Allemagne, ou même en France ou en Suède, pour moi ça ne représente pas un problème. C'est pas un problème. Il faut aussi comparer ce qui est comparable dans le sens où vous avez un profilé métallique, le minerai est extrait au Brésil et puis ensuite il est fondu je ne sais pas où, peut-être en Allemagne, et puis ensuite il est transporté en Suisse. La même question pour le béton avec le ciment, avec le sable. Donc on est quand même sur une empreinte carbone qui est nettement inférieure aux autres matériaux. Donc de vouloir se limiter trop et puis s'ajouter des contraintes qui ne sont pas nécessaires. Ajouter des contraintes à la contrainte, c'est peut-être pas utile. Hein. C'est dangereux. Sur ce sujet-là, je suis assez d'accord sur le fait que, moi je pense très important pour parler du développement local et de la logique même agricole française, développer une filière bois, c'est extrêmement important parce que ça génère de l'emploi, parce que ça recrée du paysage, etc. Sur le bilan carbone propre d'un bâtiment isolé, qu'on aille chercher le bois en Finlande ou en Autriche,
c'est son bilan carbone du transport une fois. On ne compte pas dans le démontage qui est beaucoup plus simple. On ne compte pas non plus le fait que le bilan carbone pour le fabriquer est extrêmement peu consommateur d'énergie. Donc il y a vraiment un bilan carbone qui de toute façon est très très bon. Sur la filière bois, il faut la développer parce que elle est vertueuse, elle amènera un tas de choses positives pour une économie. Mais sur un bâtiment isolément, c'est sûr que ça n'a pas de... Sur cette question, éventuellement... moi je pense, je partage cet avis finalement. Je pense qu'à l'échelle de l'Europe, il faut mutualiser. Je pense que nos amis autrichiens ont des entreprises où ils ont beaucoup mieux développé la filière, donc ils ont des produits qui sont optimisés dans leur production. Donc pour produire certains éléments CLT par exemple, ils font beaucoup moins de carbone. Je pense qu'en attendant que la filière française se structure, on a des beaux groupes comme Pifto qui a fait un gros investissement sur le bois massif. Je pense qu'il faut réfléchir en toute intelligence et il n'y a pas de... voilà, c'est plutôt un discours politique. C'est un discours politique plus que... d'accord, mais c'est important quand même de développer une filière, ce que vous disiez tout à l'heure sur la ressource. Exactement. Pour en terminer, je vais vous demander à tous les trois, je vais vous poser à tous les trois la même question. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un projet comme ça ? Où est-ce qu'il ne faut pas se tromper ? Qu'est-ce qui fait que ce projet-là, ces projets ont pu aboutir ? Qui veut se lâcher ? Alors dans notre cas, je pense que c'est clairement la forte collaboration entre les différents acteurs, puisque c'est un projet qui nécessite quand même des compétences qui sont peut-être pas nouvelles, mais qui sont quand même assez récentes, tant en termes d'ingénierie, en termes de production, production industrielle, de montage, de conception, de technique. Et je pense qu'on ne peut pas utiliser un schéma traditionnel en cascade pour développer et réussir à réaliser un projet de ce type. On doit travailler de manière beaucoup plus collaborative. Et dans le cas du projet que j'ai présenté aujourd'hui, c'est clairement cette haute collaboration et volonté de vouloir créer un produit unique et particulier qui a permis de réussir. Ouais. Dans votre cas ? Moi, je partage tout à fait ton avis. En tout cas, dans le cas de Bordeaux, nous, c'est vraiment cette synergie qui s'est créée entre la ville, qui a initié le fait qu'on fasse un bâtiment en bois, le promoteur, le groupe Pichet, qui s'est lancé pour la première fois, et nous. Et c'est vrai que ça a vraiment créé un cercle vertueux, avec aussi des compétences d'ingénierie qu'on est mieux rapportées, qui a fédéré tous ces gens-là. En plus, il y avait ce côté un peu première, en tout cas sur un immeuble de bureau en bois, qui a donné envie. Et derrière ça, c'était surtout l'idée de faire un bâtiment qui, d'un point de vue écologique, est beaucoup plus responsable que la production traditionnelle. Et un promoteur comme le groupe Pichet qui n'en avait jamais fait. Voilà, ça me fait plaisir qu'un acteur qui est plutôt dans la filière traditionnelle a compris l'intérêt du mode constructif bois et surtout les engagements environnement qui l'engagent. Et ça a vraiment modifié son point de vue. Et aujourd'hui, je sais qu'il développe beaucoup de projets. Et je pense que l'avantage du bois, bien sûr, ça demande cette synergie, mais aussi c'est les vertus qui véhiculent. Et clairement, aujourd'hui, on a besoin de trouver des solutions environnementales. Et c'est le levier principal dans notre industrie, qui est celle du bâtiment. Et sur Strasbourg, alors qu'est-ce qui fait la réussite de ce projet, d'un projet comme celui-ci ? La réussite, ce sera, puisqu'il est en chantier, même si on a fini la phase de structure, il est en chantier, ce sera de ne rien rater, parce qu'on est dans une phase de structuration de la filière où il faut être démonstrateur, donc la moindre petite erreur sera regardée à la loupe et ça peut être un contre-exemple. Donc il faut vraiment être dans des modes de mise en œuvre qui sont extrêmement rigoureux. Il faut vraiment faire attention à la façon qu'on a de gérer tous les problèmes techniques qui sont liés. On est 10 fois plus regardé quand on fait un bâtiment traditionnel. Pour l'instant, on a fait un sans faute. J'espère que ça va se poursuivre. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, une émission à retrouver sur notre site, donc Bâti Journal TV, et sur le site de nos partenaires, le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusqu'à là. Merci à vous.